Jean-Baptiste de Vignac se renversa dans son fauteuil en cuir et éclata d'un rire si puissant que le son ricocha contre les parois vitrées de son bureau de direction situé au dernier étage d'une tour de la Défense. 10%, se moqua-t-il avec mépris. Après 14 ans de service, tu penses vraiment que tu mérites une telle augmentation? Élodie Martin restait immobile près de son bureau, serrant contre elle un épais porte-document rempli de rapports, de graphiques et de preuves de ses succès accumulés au fil des années. Dans ces pages se trouvaient des nuits blanches, des week-ends sacrifiés et des systèmes d'optimisation qui avaient permis à l'entreprise de réaliser des économies se comptant en millions d'euros. Le système de gestion des flux que j'ai conçu a réduit les délais de livraison de moitié, dit Élodie d'une voix posée tout en essayant de garder son calme malgré l'insulte. Mais Jean-Baptiste agita la main d'un geste désinvolte comme si tout son travail acharné n'avait absolument aucune valeur à ses yeux. Jean-Baptiste eut un sourire narquois et s'installa plus confortablement dans son siège avec l'assurance d'un homme convaincu que personne ne pouvait le défier. Tout le monde est remplaçable, affirma-t-il froidement, même quelqu'un comme toi. Ces mots brisèrent quelque chose de profond à l'intérieur d'Élodie, quelque chose que des années de pression avaient déjà fragilisé. Pendant 14 ans, elle était restée loyale, persuadée que le travail bien fait finirait par lui apporter le respect et la reconnaissance qu'elle méritait. Élodie avait 36 ans et comptait parmi les meilleurs spécialistes en algorithmes de chaînes d'approvisionnement de tout l'Hexagone. Pourtant, malgré son talent immense, elle occupait toujours un petit bureau exigu en open space, tandis que des cadres bien moins expérimentés profitaient de bureaux de luxe avec vue sur la tour Eiffel. En retournant à son poste, une notification de courriel apparut sur son écran d'ordinateur. La lettre d'information interne de la société félicitait Jean-Baptiste pour une avancée logistique majeure qu'Élodie elle-même avait secrètement créée. Elle fixa l'article en silence tandis qu'une colère sourde remplaçait lentement la déception dans sa poitrine. Ses mains se serrèrent autour d'une tasse de café froid qui traînait à côté de son clavier depuis des heures. Près de son moniteur se trouvait une photo encadrée de ses parents, qui lui avaient toujours enseigné la valeur de la fidélité au travail. Son père avait passé 3 décennies dans une usine automobile près de Lyon pour finalement tout perdre lorsque l'entreprise avait soudainement fermé ses portes sans préavis. Élodie ouvrit un carnet de notes en cuir dissimulé dans le tiroir de son bureau et feuilleta lentement ses pages usées. Chaque page contenait des projets personnels, des idées privées et des algorithmes qu'elle avait développés chez elle, sur son temps libre, dans son appartement de Boulogne-Billancourt. Un projet attira immédiatement son attention car il était devenu le cœur même du système de livraison de l'entreprise. En haut de la page, elle avait clairement écrit projet personnel, modélisation prédictive de la distribution territoriale. Soudain, Élodie réalisa un détail crucial que la direction avait totalement négligé pendant des années. Elle n'avait jamais légalement transféré la propriété de ses innovations personnelles à la société Transhexagone Logistique. Son cœur se mit à battre plus vite lorsqu'elle saisit son téléphone pour chercher un ancien contact nommé Marc Lefebvre. Il était le directeur des opérations chez Sillage International, le plus grand concurrent de Transhexagone sur le marché européen. Marc avait tenté de la recruter à plusieurs reprises auparavant, mais Élodie avait toujours décliné les offres par loyauté. Cette fois, cependant, le rire méprisant de Jean-Baptiste résonnait encore dans son esprit lorsqu'elle appuya sur le bouton d'appel. « Élodie Martin », répondit Marc avec une surprise et un enthousiasme évident dans la voix, « je commençais à croire que vous ne m'appelleriez jamais. » Le soir même, Élodie retrouva Marc dans un restaurant gastronomique chic du 8e arrondissement, un lieu fréquenté par les cadres dirigeants et les investisseurs. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un écoutait ses idées avec un respect sincère et une réelle admiration. Marc expliqua comment Sillage International avait étudié la montée soudaine de l'efficacité de Transhexagone ces dernières années. Il affirma qu'il était évident qu'une personne brillante travaillait dans l'ombre pendant que Jean-Baptiste s'attribuait publiquement tous les mérites. Élodie finit par admettre qu'elle était la personne responsable de ces systèmes et algorithmes révolutionnaires. Marc sourit immédiatement car il soupçonnait cette vérité depuis très longtemps. Il lui proposa un salaire triple de son revenu actuel, accompagné de stock options et de la direction de son propre département de recherche et développement. Plus important encore, il lui promit que son travail porterait enfin son propre nom au lieu de celui d'un autre.
Élodie posa soigneusement son carnet de notes en cuir sur la nappe blanche et expliqua la situation juridique concernant la propriété intellectuelle avec honnêteté. Marc écouta attentivement avant d'acquiescer avec une compréhension claire et une excitation croissante. Sillage respecte l'innovation, lui dit Marc sérieusement en se penchant légèrement vers elle, si ces systèmes vous appartiennent légalement, nous vous indemniserons équitablement pour chacun d'entre eux. 2 semaines plus tard, Élodie déposa calmement sa lettre de démission sur le bureau en chêne massif de Jean-Baptiste. Pour la première fois, le PDG autrefois si sûr de lui parut sincèrement nerveux au lieu d'être arrogant et intouchable. Lorsque Jean-Baptiste apprit qu'elle rejoignait Sillage International, le sang quitta lentement son visage. Il proposa soudainement l'augmentation qu'Élodie avait demandée plus tôt, mais son offre arrivait bien trop tard. Élodie sourit poliment tout en refusant sa tentative désespérée de la retenir au sein de l'entreprise. La nouvelle offre inclut le respect, dit-elle doucement, et cela compte bien plus que l'argent. Durant ces dernières semaines de préavis, Élodie rassembla méticuleusement chaque document prouvant sa propriété personnelle sur les algorithmes. Elle copia également des échanges de courriels montrant que Jean-Baptiste avait ignoré ses demandes antérieures concernant les droits d'acquisition officiels. Lors de son dernier jour, le conseiller juridique de Transhexagone tenta de la forcer à signer de nouveaux accords de non-concurrence immédiatement, mais Élodie refusa calmement et présenta des preuves détaillées que l'entreprise n'avait jamais possédé ces innovations privées. Le visage du juriste devint livide tandis qu'il parcourait le carnet rempli de preuves datées et signées. Ce n'est qu'à ce moment-là que Transhexagone réalisa enfin à quel point toute leur opération dépendait des systèmes personnels d'Élodie. Le lundi matin suivant arriva et Élodie entra avec assurance dans ses nouveaux bureaux chez Sillage International Solutions. Au lieu d'un box caché dans un coin, elle disposait désormais de sa propre équipe et d'un poste de direction. En quelques semaines, Sillage mit en œuvre les algorithmes d'Élodie et obtint des résultats encore meilleurs qu'auparavant. Les délais de livraison chutèrent de manière spectaculaire tandis que les coûts d'exploitation tombèrent à un niveau que les experts du secteur jugeaient impossible. Bientôt, le groupe Ochery, le plus gros client de Transhexagone, annonça qu'il mettait fin à son contrat pour passer chez Sillage International. La nouvelle provoqua une onde de choc dans toute l'industrie et fit chuter rapidement le cours de l'action de Transhexagone en bourse. Jean-Baptiste commença à appeler Élodie de manière répétée, lui proposant des contrats de consultance et des packages de rémunération massifs par pur désespoir. Mais Élodie ignora chaque message vocal parce qu'elle comprenait enfin sa véritable valeur pour la première fois de sa vie. Transhexagone finit par poursuivre Élodie pour vol de propriété intellectuelle, espérant détruire publiquement sa réputation grandissante. Cependant, le tribunal de commerce rejeta l'affaire après que ses dossiers détaillés eurent prouvé que les systèmes lui appartenaient légalement. Alors que l'effondrement de Transhexagone se poursuivait, des centaines d'employés perdirent malheureusement leur emploi à cause des décisions désastreuses de Jean-Baptiste en matière de direction. Bien qu'Élodie ait réussi professionnellement, elle ressentait toujours une certaine culpabilité pour les travailleurs innocents pris dans la chute de l'entreprise. Pour aider ceux qui étaient touchés, Élodie lança une initiative d'embauche via Sillage pour les anciens employés de Transhexagone partout en France. De nombreux travailleurs talentueux reçurent une seconde chance, des salaires équitables et un respect qu'ils n'avaient jamais connu auparavant. Des années plus tard, Élodie se tenait sur une scène pour accepter un prix d'innovation industrielle alors que les flashs des appareils photo brillaient autour d'elle. En regardant la foule, elle sourit avec fierté car elle avait enfin appris une vérité puissante. Personne d'autre que vous-même ne décide de votre propre valeur. Cette histoire nous rappelle de manière percutante que dans le monde professionnel moderne, la loyauté ne doit jamais être synonyme d'aveuglement. Trop souvent, des employés talentueux et dévoués se sacrifient pour des entreprises qui les considèrent comme de simples chiffres sur un bilan comptable. Le parcours d'Élodie illustre parfaitement l'importance de protéger ses propres créations et de connaître les aspects juridiques de son travail. En France, la culture du présentéisme et du management vertical peut parfois étouffer l'innovation individuelle, mais comme nous le voyons ici, le talent finit toujours par trouver son chemin vers la lumière lorsque l'on ose s'affirmer. Le départ d'Élodie n'est pas seulement une vengeance personnelle, c'est une leçon de dignité. Elle prouve que le respect est la base de toute relation de travail saine et que sans lui, même le meilleur salaire ne suffit pas à combler le vide de la reconnaissance.
La chute de Transhexagone souligne également la fragilité des entreprises dirigées par l'ego plutôt que par la compétence. Un dirigeant qui méprise son capital humain est condamné à l'échec. En fin de compte, l'initiative d'Élodie pour aider ses anciens collègues montre que la réussite n'a de sens que si elle est partagée et si elle permet de relever ceux qui ont été injustement pénalisés par le système. C'est un message d'espoir pour tous ceux qui se sentent aujourd'hui coincés dans un environnement toxique. Votre valeur ne dépend pas du regard de votre supérieur, mais de la qualité de votre travail et de votre courage à défendre vos droits. Et vous, avez-vous déjà vécu une situation où vous vous sentiez sous-estimé par votre hiérarchie malgré vos résultats, et comment avez-vous réagi pour reprendre le contrôle de votre carrière ?